Ce matin, donc, on est plus après les séances d'hier qui étaient absolument passionnantes, surtout parce qu'elles étaient présentées et suivies par des passionnés. On va parler ce matin de la société civile et des différentes problématiques, il y en a. Je vais simplement, par indication, un petit peu changer l'ordre des interventions. Donc ce matin, Jihad Yazji et CV vont intervenir dans la première partie. Dans la deuxième partie, ce sera Naël Georges et Vladimir Glassman, pardon, Ignace Le Verrier, puisqu'on le présente comme ça. Voilà. Donc je vais tarde pas, je vais donner la parole à Jihad Yazji en vous le présentant d'abord. Jihad Yazji couvre depuis 12 ans l'actualité économique de la Syrie. Ayant grandi, étudié et travaillé dans plusieurs pays et continents, y compris l'Europe, l'Afrique de l'Ouest et l'Asie du Sud-Est, il s'est mis au journalisme en 2001 en couvrant donc l'actualité économique syrienne. Installé à partir de 2005 à Damas, il publie un site d'information économique, The Syria Report, qui est le premier site à abonnement payant au Moyen-Orient et je me permets d'ajouter de très grande qualité. De Damas, il offre également des services de conseil et de soutien aux entreprises et organisations internationales qui opèrent en Syrie. Installé à Beyrouth depuis septembre 2012, il contribue à de nombreuses publications régionales et internationales et lance avec la Fondation Carnegie un groupe de réflexion sur les défis non matériels de la reconstruction économique de la Syrie. Depuis octobre 2013, il est Visiting Fellow au European Council on Foreign Relations. Je vous l'apprends. Jihad, c'est un. Merci Hala. Bonjour tout le monde. Permettez-moi d'abord de remercier aussi les organisateurs de ce colloque pour avoir pris l'initiative d'un tel événement et de m'avoir invité. Mes remerciements vont en particulier à Claude, Yaoub et à Jacques Montluçon. Alors on est en octobre 2013, l'économie syrienne est sinistrée. D'après les données d'un rapport d'un centre de recherche syrien, qui se nomme le Centre syrien pour l'étude des politiques, les pertes de l'économie syrienne sont montées en mars 2013 à 85 milliards de dollars, soit 142% du PIB de 2010. La moitié de ces pertes était une conséquence de la destruction d'actifs, ou du pillage, et l'autre moitié résultait de la perte de valeur de la production économique. À la fin mars 2013, on estimait que le PIB avait chuté de 40%. Tous les autres indicateurs sont aussi au rouge. Le chômage dépasse 50% de la population active. Le pourcentage de la population qui est en dessous du seuil de pauvreté dépasse aussi 50%. L'inflation des produits alimentaires est au-dessus de 100%. Les réserves de change sont au plus bas. Le pays s'est aussi endetté cette année auprès de l'Iran pour plus de 7,6 milliards de dollars, uniquement cette année. Et donc, en fonction des termes de résolution du conflit, ce montant pourra avoir à être repayé, sachant que la dette externe de la Syrie était très limitée avant le début de la révolution. Alors, tous les secteurs économiques syriens, sans exception, ont subi des pertes énormes. Le dernier en date étant le secteur agricole, qui avait bien résisté jusqu'au printemps dernier. La chute de la production agricole, pour vous donner un exemple, la récolte de blé cette année est de seulement 1 million de tonnes, alors qu'elle était régulièrement au-dessus de 3 millions de tonnes avant 2011. Donc cette chute de la production agricole pose une hypothèque importante sur la fourniture de produits alimentaires à la population pour l'hiver et les mois prochains. Les indicateurs de développement humain sont redescendus au niveau auquel ils étaient il y a 35 ans de cela. Ce même rapport estime qu'avec un taux de croissance annuel moyen du PIB de 5%, c'est-à-dire si l'économie croissait pendant 5%, il faudrait à la Syrie près de 30 ans pour retrouver le niveau du PIB qui était le sien en 2010. Donc toutes ces données que je vous donne correspondent à la période de 2 ans qui va du début de la Révolution, en mars 2011, jusqu'en mars 2013. Et donc, il y a encore 6 mois, les 6 derniers mois, durant lesquels ces pertes et ces destructions se sont amplifiées de manière significative. Il faut évidemment lire toutes les données qui nous proviennent de Syrie avec beaucoup de précaution. Elles sont forcément incomplètes
car une grande partie du pays est en dehors du spectre des différentes études et collecte de données. Par ailleurs, quand on dit par exemple qu'il faudrait, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme cette étude disait, qu'il faudrait une croissance de 5% pendant 30 ans pour que la Syrie retrouve son niveau de 2010, il ne faut pas oublier que les premières années qui vont suivre le conflit, la croissance va être beaucoup plus importante. Elle va être de 100, de 50, de 70%, parce que de nombreux pans de l'économie qui sont à l'arrêt aujourd'hui vont redémarrer. Bon, j'espère que je ne vous ai pas trop déprimé. Tout n'est pas complètement négatif. Par exemple, pour l'instant, aucun des plus grands complexes, des plus larges complexes industriels, tels les raffineries de pétrole ou les centrales électriques, n'ont été endommagés de manière significative. Et ça, c'est important parce qu'on parle de sites, de projets qui valent chacun des centaines de millions de dollars. Il faut dire aussi que dans les régions contrôlées par le régime et dans lesquelles vit la grande majorité de la population jusqu'à aujourd'hui, les services de l'État, la fourniture d'eau et d'électricité, l'éducation et la santé, continuent de fonctionner de manière plus ou moins normale. Et la fourniture de produits de base continue aussi à être assurée, les produits pétroliers, le pain, etc. Ceci est d'ailleurs en partie la conséquence du fonctionnement relativement efficace de la machine bureaucratique de l'État syrien. Je sais que bureaucratie syrienne et efficacité ne vont pas souvent de pair, mais il y a une certaine routine, si vous voulez, qui permet aux choses de continuer à avancer. Au-delà de ces pertes matérielles, qui vont évidemment peser quand le temps de la reconstruction viendra, la révolution et la guerre ont profondément modifié la structure de l'économie. Le développement d'une économie de guerre, ainsi que la fragmentation politique et économique, sont en particulier des facteurs qui vont peser sur les conditions de la pacification et de la reconstruction économique. Une économie de guerre s'est développée et installée en Syrie. Les pillages, les enlèvements, les trafics en tout genre représentent de nouvelles formes d'activité économique et d'enrichissement. L'économie de guerre crée évidemment sa propre dynamique, ses propres institutions, ses réseaux et aussi ses nouveaux hommes d'affaires. Beaucoup de personnes et de groupes bénéficient de la guerre et auraient beaucoup à perdre si elle venait à se terminer et si le pays devait se pacifier. Des exemples tels que Sonna, ou le marché des sunnites, qui s'est créé à Homs et où se vendent les biens volés par les troupes et les milices du régime lors de l'attaque des quartiers sunnites, est un exemple de ces nouvelles formes d'activité. Il y a aujourd'hui à Homs un quartier, une région qu'on appelle Sonna. En gros, on trouve tout ce qui a été volé dans les quartiers où la résistance, où la révolution était présente. On peut parler aussi du butin dont s'est emparé Jabhat al-Nusra lors de la prise de la ville de Raqqa et de la filiale de la Banque centrale, et qui se monte à plusieurs milliards de livres syriens. C'est aussi un autre exemple de cet enrichissement de certains groupes qui bénéficient donc de la guerre et des autres. Les chefs de guerre aux quatre coins du pays disposent d'une puissance et d'une richesse nouvelles, dont à la fois le régime et l'opposition doivent tenir compte. Le retrait de l'État, y compris dans les régions formellement sous son contrôle, ont donné une autonomie à ces groupes et individualités dont la puissance s'est donc construite aux dépens de cet État affaibli. Dès 2012, lors des élections parlementaires organisées par le régime, on a vu par exemple le régime récompenser ses miliciens par l'attribution de sièges de députés. Enfin, en les élisant. Vous savez comment ça se passe. La fragmentation politique a elle aussi entraîné de nouvelles dynamiques locales et modifié le rapport des régions au pouvoir central. Nous sommes aujourd'hui probablement en présence d'économies syriennes au pluriel, et non plus seulement d'une seule économie syrienne. Pour donner quelques exemples, les paysans du nord-est syrien, qui sont dans la région libérée, ne se fournissent plus auprès du gouvernement pour les engrais et les autres intrants de leur production. Pour cela, ainsi que pour la commercialisation de leurs produits, ils sont obligés de se tourner vers la Turquie. Les nombreux champs de pétrole du nord-est sont maintenant
les nombreux champs de pétrole du Nord-Est sont maintenant, eux aussi, aux mains de divers groupes et de tribus en compétition et sous source de puissance et d'influence. Le gouvernement syrien aussi, quand il cherche à acheter du blé, ne se fournit plus ce blé auprès de ses paysans du Nord-Est, mais auprès de marchés internationaux. Cette année, donc, la Syrie va importer plus de 2,4 millions de tonnes de blé, alors qu'elle était autosuffisante jusqu'à il y a quelques années. Cette fragmentation politique et économique pose aussi évidemment la question de la base sur laquelle va se refonder le pays. Le nord-est syrien, où habite une grande partie de la population kurde syrienne, qui revendique non simplement ses droits politiques et culturels, mais aussi une plus grande autonomie, cette région du nord-est donc recèle toutes les richesses pétrolières du pays et une très grande partie des richesses céréalières et hydrauliques. Quand les Syriens devront se pencher sur les enjeux de la reconstruction, ces facteurs économiques vont évidemment beaucoup peser. Est-ce que, par exemple, le futur État central syrien pourra se permettre de céder le contrôle de ces richesses? De la même façon, la région côtière syrienne est la seule porte d'accès à la mer de la Syrie et fournit au pays un atout stratégique qui lui permet de se poser en tant que voie d'accès des pays du Golfe et de l'Irak vers la Méditerranée et l'Europe. Or là aussi, même s'il n'y a pas encore de revendication autonomiste explicite dans la région côtière, on ne peut pas ignorer les dynamiques potentiellement autonomistes. Mais la guerre en Syrie, elle a aussi ouvert la boîte à Pandore des conflits autour de la terre et de sa possession. Aux demandes de compensation ou de réparation formulées par les grands propriétaires terriens qui ont vu leurs terres confisquées depuis des décennies, s'ajoutent aujourd'hui aussi les revendications des Kurdes, qui s'estiment lésés par la redistribution des terres qui s'est faite au profit de certaines tribus arabes, mais aussi celles de beaucoup d'autres groupes arabes qui se sont estimés lésés par la dernière grande redistribution de terres qui s'est faite à partir de l'année 2000, quand l'État syrien s'est délesté des fermes collectives au profit de nouveaux grands propriétaires. Ceci est simplement un nouvel exemple des enjeux qui vont peser sur le processus de refondation et de reconstruction de la Syrie. Je vais terminer là avec quelques remarques. Donc, la réflexion sur la reconstruction de la Syrie ne pourra pas se limiter aux coûts et aux modalités des politiques de développement économique. Comment attirer les investisseurs, comment augmenter la croissance économique, quelles mesures adopter pour faciliter le retour des réfugiés, quel secteur économique privilégier, comment créer de l'emploi. Toutes ces questions sont légitimes et nécessaires. Mais les enjeux économiques vont bien au-delà de cela. Ils doivent en effet être une partie à part entière de la réflexion sur la refondation politique de la Syrie. Et ne doivent pas être perçus uniquement sous l'angle de politique à mener par la future autorité qui gouvernera le pays. La réinsertion des réfugiés est un exemple. Qui y retournera où? On sait par exemple, de l'expérience du Liban, que les réfugiés ne retourneront pas à leur terre d'origine sans garantie politique, mais aussi sans garantie d'emploi, c'est-à-dire économique. Beaucoup de chrétiens libanais qui ont été chassés de la montagne durant la guerre ne sont pas retournés après la guerre, pas forcément à cause de crainte de nouvelles répressions, mais aussi et surtout à cause du manque d'opportunités économiques. Le partage des ressources, par exemple entre les diverses régions du pays, sera un enjeu majeur du débat. La question de la terre et de son partage en est un autre. L'insertion des élites nées de la guerre est un vaste débat, évidemment. Le débat sur la justice et la responsabilisation ne pourra évidemment pas occulter le crime économique. Et de manière plus large, les questions économiques doivent être au centre des débats sur les compromis à faire pour mettre fin à la guerre et sur les politiques à mener pour refonder un nouveau pacte national. Merci. Bon, je crois que voilà un propos qui nous réveille bien brutalement. Vous connaissez le jeu, on prend quelques questions à celui qui vient de parler, et puis à la fin de la session, on prend des questions communes aux deux. Donc, 2-3 questions pour Jehad Yazji. Ah, tu as terrassé tout le monde, Jehad, là. Ah bon, non, c'est pas... Bon, ça, si quand même, monsieur.
Bonjour, et merci pour cette présentation qui nous fait rentrer de suite dans le vif du sujet. De votre point de vue, dans les différentes démarches à entreprendre, le point de départ, c'est quoi? Est-ce qu'il y a j'imagine, une série de démarches avec laquelle il faut absolument commencer pour relancer tout ce processus de reconstruction économique? Est-ce qu'il y a une priorité par rapport aux différentes démarches à entreprendre? Voilà. Question difficile. Enfin, la priorité dans la situation dans laquelle on est, évidemment, d'abord l'aide aux réfugiés et leur retour. Mais plus largement, ce que j'ai voulu mettre en exergue, c'est le fait que la révolution a aussi dévoilé de nombreuses fractures de la société syrienne. Ceci n'enlève absolument rien à la validité évidemment de la révolution en tant que cause. Simplement, ce que je voulais dire, on a de nombreux exemples durant ces 2 années. Par exemple, l'année dernière, quand l'armée libre est rentrée à Alep, il est évident qu'on a vu des fractures significatives dans la société. Pour beaucoup d'Alepins, c'était une libération, pour beaucoup d'autres, ça ne l'était pas. Et là, on a vu la fracture entre la ville et son arrière-pays, le Val. Et donc, ce que je voulais dire aussi aujourd'hui, c'est qu'il ne suffit pas, évidemment, d'avoir uniquement des grands plans pour qu'après la Banque mondiale et les grandes institutions nous disent, voilà, il faut attirer des investissements ici et ouvrir le... Il y a une réflexion beaucoup plus profonde où il faut tenir compte des intérêts des différents. Si vous voulez faire des compromis politiques à un moment, parce qu'on devra en faire, eh bien, il faudra tenir compte de ces enjeux-là. Donc, où commencer, c'est un très vaste débat. Là, je ne suis pas capable de vous le dire, mais comme je l'ai dit, il y a l'urgence, et après, il y a la réflexion sur tous ces enjeux-là. Une autre question, mademoiselle? Bonjour, merci de votre intervention. Vous avez touché bien évidemment aux conséquences et à la reconstruction économique. Moi, j'aimerais savoir, dans le Nord-Est, maintenant, beaucoup de bataillons ont réussi à prendre, que ce soit les puits, la raffinerie de pétrole, et vous avez très peu touché aux conséquences environnementales. J'aimerais avoir votre opinion sur la question. Non, les raffineries de pétrole sont sous contrôle du régime et sont d'ailleurs le principal facteur de dégâts environnementaux en Syrie, en particulier la raffinerie de Homs. Oui, vous avez raison, c'est une question. Enfin, je n'ai pas touché à ça parce qu'évidemment, en quart d'heure, on ne peut pas toucher à tout. Mais oui, pour vous dire la vérité, il n'y a pas d'évaluation claire et précise de la situation si vous voulez, des champs pétroliers dans le Nord-Est. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des dégâts environnementaux, mais l'ampleur de ces dégâts n'est pas très claire. Donc je n'ai pas de données sur laquelle, si vous voulez, je peux me baser. Parce qu'évidemment que c'est un facteur important, surtout pour cette région du Nord-Est, qui a déjà été beaucoup touchée par la sécheresse et par l'émigration de pans entiers de la population. Mais je n'ai pas de données sur le sujet. En général, on a très très peu de données sur les régions qui ne sont pas sous contrôle du régime. Bon, merci Jihad pour ces tristes chiffres. Je voulais juste, parce que j'arrive pas à croire par rapport au blé, parce que les chiffres sont vraiment spectaculaires. Oui. Est-ce que tu peux nous dessiner pourquoi, c'est-à-dire le cercle, pourquoi cette chute énorme? Est-ce que parce que c'est lié au régime? Non, il y a beaucoup de raisons. C'est que pour que les paysans puissent récolter, ils doivent avoir les moyens de payer les engrais. S'ils ont les moyens de payer les engrais et les autres intrants, les produits, les pesticides et tout ça, il faut que ces pesticides leur parviennent. À partir du moment où ils ont fait la récolte, il faut ici qu'ils la distribuent, qu'ils la vendent. Donc vous avez déjà beaucoup de paysans qui ne sont plus sur leur terre, qui ont quitté le pays. Il y a de grands problèmes de distribution et de fourniture de produits. Il se peut, donc ça c'est les chiffres officiels, j'ai dit qu'il faut les prendre avec précaution, il se peut qu'en effet la récolte soit un peu supérieure à ça, et je n'ai pas beaucoup d'inquiétude par rapport à l'avenir, et c'est là où on va avoir une croissance, c'est-à-dire que le jour où on va avoir un retour à la normale, on va avoir un retour à une production relativement normale. Mais il faut aussi dire qu'il y a une croissance des coûts qui est très très importante. Il faut savoir aujourd'hui, le régime
paye aux fermiers un prix qui est supérieur de 20% à celui qui était en vigueur l'année dernière, alors que les coûts ont augmenté de 50 à 100%. Il y a beaucoup de paysans qui aujourd'hui ne travaillent plus leur terre. Et il y a de grandes régions aussi céréalières, donc il y a le nord-est évidemment, mais il y a aussi la région du Rab, entre Homs et Hama, et de Daraa, où il y a des combats, où donc c'est très difficile d'aller récolter, de travailler, etc. Donc jusqu'à ce printemps, la Syrie avait bénéficié de 2 années de bonnes pluies. Et bon, il faut savoir aussi que l'économie syrienne est une des économies les plus diversifiées du Moyen-Orient. Ce qui avait permis d'atténuer la hausse des prix, et donc c'est pour ça qu'on pouvait continuer à avoir une fourniture de toutes sortes de produits sur le marché. Mais les derniers mois ont été très difficiles. Dernière question pour ce matin. Non? Pardon. Oui, vous pouvez demander si dans les régions non contrôlées par le régime, si vous voulez nous dire que le régime il achète le blé, comme ça c'est bien pratique. Dans les régions non contrôlées par le régime, il n'y a pas un risque de crise humanitaire extraordinaire. Ah si, évidemment, il y a une vraie crise. Quand je parle le taux de pauvreté a cru à 50%. Les réfugiés sont surtout des gens qui ont quitté des régions au départ contrôlées par l'opposition et bombardées, etc. Non, il y a une crise, mais on a très peu de données. On a très peu de données. À un moment, à Alep, il y a une situation dramatique. Certains quartiers d'Alep, ça s'est un peu allégé, mais on a peu de données. On ne sait pas trop. Ce qu'on sait, par exemple, c'est qu'il y a des échanges, même entre les régions contrôlées par l'opposition et celles contrôlées par le régime. Par exemple, on a un cas près de Idlib, où le blé était du côté de l'opposition et les flour mills, là on fait la farine, étaient sous le contrôle du régime, et donc les gens d'opposition ont fourni du blé, et en contrepartie, le côté du régime a fourni de la farine. Vous voyez, on a aussi beaucoup de cas comme ça de troc, si vous voulez, entre les deux côtés. Alors justement, à ce sujet, moi j'ai une question. Comment expliquez-vous que les régions du nord-est, qui donc détiennent la majorité des réserves hydrauliques, qui sont tenues par des rebelles, rendent possible l'approvisionnement de villes comme Damas? Comment c'est organisé en fait? Les oléoducs sont souterrains et où ça se transporte par camion? Est-ce qu'il y a aussi des accords qui ont été faits entre les régions tenues par le régime et ces réserves hydrauliques, et les personnes qui tiennent les réserves hydrauliques? Hydrauliques ou énergétiques? Pétrolière. Eh bien là, ils ne fournissent pas de produits pétroliers au gouvernement. La raison pour laquelle le gouvernement a pris un prêt auprès de l'Iran, c'est en particulier pour financer l'importation de produits pétroliers. Vous avez eu en fait deux dates majeures cette dernière année. La première, c'était l'été 2012, quand la violence s'est étendue aux villes de Damas et Alep. Et là, on a eu une chute dramatique de la production manufacturière, parce que c'est là où se trouve la plus grande partie des usines syriennes. On a eu une autre date importante qui a été ce printemps, quand l'opposition a pris tout le nord-est, et où le gouvernement n'a plus pu avoir accès à ses ressources céréalières et pétrolières. Et le gouvernement était obligé de se retourner vers les marchés internationaux pour importer à la fois des produits pétroliers et du blé. Sur les 7,6 milliards de dollars que la Syrie a emprunté, 3,6 sont pour importer des produits pétroliers d'Iran. La facture mensuelle est d'à peu près 500 millions de dollars tous les mois. La raffinerie de Homs est à l'arrêt, celle de Bagnès fonctionne justement pour raffiner un peu de pétrole, mais il n'y a pas de fourniture. Alors il y a eu pendant longtemps un accord de troc entre Jabhat al-Nusra et le régime, où justement Jabhat al-Nusra fournissait du pétrole au régime et le régime leur payait. Donc c'est des relations commerciales qui sont typiques de guerre civile. Dernière ici. Non, et si vous voulez bien, après, on reportera à la fin de la séance. Un petit éclairage seulement, merci Jihad. C'est pour le blé, il y a aussi le blé, c'est une culture irriguée. Donc irriguée, ça veut dire qu'il y a aussi une baisse de la production à cause de la destruction des aménagements hydrauliques dans l'Orab, sur le Frat. Et il y a aussi le prix de mazout, du gasoil qui s'est élevé beaucoup. Beaucoup des agriculteurs ne pouvaient plus irriguer le terrain. Et donc ça aussi, qu'on ajoute à ce que vous avez cité, c'était juste. Et il y a ma question aussi, il y a cette grande masse des fonctionnaires, des ouvriers dans Damas, à Homs, surtout à Homs, dans les zones libérées, tout ça. Et comment ça se passe pour ces ouvriers, ces fonctionnaires? Est-ce qu'ils touchent encore leur salaire? Merci.
Oui, beaucoup de fonctionnaires continuent à toucher leur salaire de manière assez régulière. En fait, le régime punit de manière assez arbitraire, c'est pas toujours très très clair. Mais on sait par exemple, on a un exemple qu'on m'a rapporté, je crois que c'est à Raqqa, où les salaires continuent à être payés pour le fonctionnement par exemple d'une usine de traitement d'eau ou de centrales électriques, pour qu'en échange ces centrales ou ces usines fournissent des produits au régime. Dans les régions contrôlées par le régime, les salaires continuent à être payés. Il faut savoir que la valeur réelle de ces salaires est évidemment bien plus faible que ce qu'elle était à cause de l'inflation. Et que aussi, grâce à ces réserves en dollars qui maintenant ont beaucoup baissé, le régime en fait a beaucoup plus de livres syriennes avec nettement moins de dollars dont il avait besoin. Donc oui, vous avez des régions où les fonctionnaires ne touchent pas leur salaire, mais souvent c'est parce que les banques ou les guichets qui sont sur place n'ont pas de liquide. Parce qu'en fait, pour retirer son salaire, il faut avoir sa carte, aller accéder, retirer du liquide. Mais en général, dans toutes les régions contrôlées par le régime, tout le monde continue à fonctionner, à toucher son salaire. Évidemment, sauf ceux qui sont punis pour leur soutien à la révolution.